Lundi 24 février 2020, un plaisir pour moi de vous retrouver en ce début de semaine pour un nouveau numéro de l'émission Café Débat. Vous le savez très bien, c'est l'émission qui donne la parole à tous ceux qui veulent la prendre en vue, d'impacter l'opinion. Nous parlons toujours d'actualité politique et celle-là reste marquée par finalement le double scrutin législatif et référendum constitutionnel qui vont se tenir le 1er mars si tout va bien selon l'agenda bien entendu du gouvernement et de tous ceux qui battent campagne pour l'une de ces échéances électorales. Évidemment, à 7 jours justement de ce délai fatidique, l'opposition continue à contester et dit vouloir tout mettre en place pour empêcher la tenue de ce double scrutin. Mais pendant ce temps, évidemment, d'autres y croient, battent toujours campagne et comptent s'y rendre le 1er mars pour déposer leur urne au fond, je veux dire leur carte, leur bulletin au fond des urnes. Il y a bien sûr ceux-là qui sont aussi de l'opposition qui comptent y aller. C'est pour cela que nous donnons la parole aujourd'hui, après bien sûr Mamadou Sylla qui s'est exprimé le vendredi, qui est de l'opposition. Aujourd'hui la parole est à M. Mohamed Fodé Souma, il est président de la GCI, Génération Citoyenne, un parti politique de l'opposition plurielle qui nous reçoit chez lui. M. Souma, merci de nous recevoir. Je vous en prie, c'est tout le plaisir pour moi. Merci de la disponibilité une fois encore. Alors oui, la GCI également est dans la danse, est en lice à ces élections législatives. Alors la question qui vient pour tout parti politique de l'opposition, mais qui a décidé d'aller à ces élections, malgré que les autres ont donné une consigne globale de boycott, c'est pourquoi vous avez décidé de partir pendant que vos amis ont dit qu'il serait nécessaire de boycotter cette échéance parce que pour eux, ça n'inspire aucune crédibilité. Absolument. Vous savez, je crois qu'il faut faire la genèse du process. Il se trouve que ce sont les mêmes qui parlent de boycott aujourd'hui, qui ont accompagné le système jusqu'à date. Je crois que si l'opposition parlementaire avait écouté nos conseils, ces élections seraient derrière nous. Lorsqu'on leur a demandé de ne pas accepter d'avoir un mandat périmé, de ne pas accepter un décret présidentiel de l'exécutif sur le législatif, lorsque nous leur avons demandé pour bloquer tout le processus électoral, il fallait le faire au sein de la CENI avec les 7 commissaires, on n'a pas été écoutés. Donc, ils ont accompagné le processus au sein de l'Assemblée avec un mandat périmé. Et leurs commissaires ont validé, accompagné le processus, fixé la date, raccourci les délais imprescriptibles en 25 jours au lieu de 3 mois, accepté la date du 16 février avant que ce ne soit ramené au premier. C'est-à-dire qu'ils ont accompagné vraiment jusqu'au milieu du gué et puis ils ont dit, bon, on boycotte. Et pendant ce temps, nous sommes dans l'opposition, nous nous préparons à ces élections depuis 6 ans, nous estimons que c'est difficile d'être en dehors des institutions et nous leur avons dit, si vous ne voulez pas qu'on y aille, retirez-vous. Et je crois qu'on aura suffisamment de force et de pression pour amener le pouvoir à régler ce problème d'élection à date. Donc en 2019, si nous ne réglons pas ce problème en 2019, en 2020, il sera difficile d'avoir 2 ou 3 élections à la fois. On n'a pas été écoutés et nous, il y va de la survie du parti. Nous nous battons pour exister, pour nous renforcer, pour nous préparer à toutes les échéances, aller à la conquête du pouvoir ou à tout le moins à l'exercice. Donc nous y allons franco et nous avons battu campagne depuis bientôt 1 mois et nous sommes optimistes quant à l'issue de ce scrutin en notre faveur parce que nous nous battons non pas pour être à l'Assemblée, parce qu'on aurait pu y être sous une autre bannière depuis plus de 6 ans, mais pour avoir un groupe parlementaire, et je crois que c'est possible. Bon, alors voilà, donc ce sont là les raisons qui font que vous avez décidé de continuer. Ça veut dire que, est-ce que vous vous êtes dit, je suis un parti politique indépendant, alors nous ne voulons pas nous laisser mener en bateau par les soi-disant grands partis, alors qu'ils étaient complices du pouvoir jusqu'à un moment donné. Après, ils décident à ce qu'on arrête quand ça ne les arrange pas. C'est cette idée-là qui a prévalu, d'indépendance, du fait que
ces autres partis dits grands s'accommodent quand c'est bon, quand c'est pas bon, quand c'est bon pour eux et que c'est pas bon pour vous, ils y vont. Et quand c'est pas bon pour eux et que c'est bon pour vous, ils veulent que vous les suivez. C'est ça le débat? Vous savez, ce débat de grands et petits partis, c'est un débat galvaudé. J'estime que la GECI a été présente à toutes les échéances électorales. Oui. Nous avons été à la présidentielle, nous avons été aux législatives. Petits partis ou moyens ou grands partis, nous avons rivalisé sur le terrain. Maintenant, le score ne reflète pas celui de certains partis, mais nous existons. J'estime que ce n'est même pas... c'est du compagnonnage. Vous ne pouvez pas vous permettre de voir la réalité en face et de vouloir aller à contre-courant. Vous ne pouvez pas vouloir une chose et son contraire. Ou vous êtes pour la défense des acquis démocratiques. Vous êtes là pour la défense de la Constitution. Dans ce cas, eh bien, vous avez une ligne directrice. Mais vous ne pouvez pas être à l'intérieur du FNDC qui défend la Constitution tout en la violant par ailleurs. Parce que en quoi faisant siéger à l'Assemblée, c'est violer la Constitution. D'accord. Le fait qu'ils ont accepté le prolongement la prorogation de leur mandat par Alpha Condé dans un premier temps. Absolument. Parce que c'est anticonstitutionnel. Ils se sont arrangés pour se constituer une phrase. L'Assemblée nationale actuelle reste en place jusqu'à l'installation de la prochaine, sachant pertinemment qu'il n'y aurait pas élection à date. Vous vous imaginez, on a eu les élections le 12 janvier 2014. Tout le monde savait que le 13 janvier au matin, l'élection était pliée. Eh bien, ils se sont arrangés pour jouer les prolongations, en voulant empêcher leurs bienfaiteurs d'en user et en abuser, en oubliant qu'en politique, on peut commettre des erreurs qui se rattrapent. Mais les fautes politiques se payent cash. Je n'arrête pas de le dire. Eh bien, ils ont commis des erreurs. Ils ont commis des impairs, qu'ils les assument. Il n'est pas question que nous soyons en dehors des institutions et qu'ils y soient dedans. Non, tout le monde se retire et on s'assoit, on parle, mais vous ne pouvez pas être dans les institutions et empêcher les autres d'y accéder. Donc voilà, nous ne voulons pas être les dindons de la farce. Donc aujourd'hui, c'est eux qui sont à votre place, c'est-à-dire qu'ils vont être dehors, maintenant vous cherchez à rentrer dans les institutions. Non seulement on se bat pour entrer dans les institutions, mais ils se sont tellement accommodés, arrangés entre eux. Je veux par exemple vous donner le cas de la CENI, comment ils nous ont écartés. Eh bien là, ils se sont écartés de facto. Qui vous ont écarté de la CENI? Ils se sont arrangés pour dire que ce sont les partis qui ont participé aux 2 dernières élections. Et du moment qu'ils ne sont pas présents là, ils vont être éjectés de la CENI aussi. Il n'est pas question qu'on accepte d'avoir été mis au bord du trottoir parce qu'on n'a pas participé aux 2 élections et qu'on accepte demain qu'ils y participent en ayant loupé une élection. Eh bien, aujourd'hui, ils ont monté une cabale qui va les rattraper parce qu'il n'est pas question que les partis qui ne sont pas présents à cette élection soient présents dans la prochaine CENI si jamais on garde cette configuration de CENI politique. Donc ce que vous proposez là, c'est que non seulement vous êtes en train d'aller à ces élections, quand vous serez député à l'Assemblée, vous demanderez à ce que tous les commissaires issus des partis politiques qui n'ont pas participé à ces élections législatives quittent la CENI. On n'en est pas là. Je leur dis simplement... C'est ce que vous entrevoyez. Je leur dis seulement, lorsqu'il faudra recomposer la CENI, ils ne seront pas de la partie. Parce qu'ils n'auront pas participé. Parce qu'ils n'auront pas participé à ces élections. Bien. Maintenant, nous, en tout cas, on fera le travail qu'ils n'ont pas fait depuis 6 ans. Vous vous imaginez, on a payé ces gens-là 6 ans à ne rien faire. Aucune proposition de loi, aucun contrôle de l'exercice gouvernemental, aucune pression pour qu'on ait la haute cour de justice, pour qu'on puisse avoir des institutions qui fonctionnent, pour qu'il y ait une séparation stricte et l'équilibre des pouvoirs. Bien. Ils n'ont rien fait au niveau des multiples lois de finances rectificatives ou les projets de l'exécutif. C'est-à-dire on les a payés 6 ans à ne rien faire. Eh bien c'est ce que nous expliquons aux Guinéens, c'est quoi l'Assemblée nationale, à quoi sert un député, et là on dépasse même le débat clivant ou la coloration partisane. Nous voulons aujourd'hui être des députés au service des citoyens. Et c'est pourquoi j'en appelle, au-delà de l'électorat, de la génération citoyenne et de nos sympathisants, tous ceux qui veulent
que l'Assemblée nationale reflète la réalité, que l'Assemblée nationale soit vraiment composée des représentants du peuple, ceux qui se battent du côté du peuple, je leur demande de voter pour la liste de la génération citoyenne, parce que nous ne serons pas là-bas pour défendre ceux qui ont voté pour nous, membres de la GECI ou sympathisants de la GECI, mais nous serons là pour défendre le peuple de Guinée. Alors, ça c'est justement un mot de campagne. Et la question, c'était au premier degré. Donc, face à cette situation, je veux dire à ces doubles scrutins, la question au deuxième degré, c'est quoi? C'est que dans un premier temps, vous avez dit, on y va à ces élections parce qu'on y est déjà engagé. De toute façon, ceux qui n'y vont pas ne nous entraîneront pas parce qu'ils ne veulent pas, alors que quand ils étaient à l'Assemblée périmés, ils ne nous ont pas écoutés. Mais en même temps, certains d'entre vous ont dit, si toutefois, puisqu'on est tous opposés à cette affaire de troisième mandat, donc de nouvelle constitution, si Alpha Condé décidait de coupler les deux élections, on se retirerait. Est-ce que votre parti faisait partie de ceux-là qui ont dit cela? Moi, j'ai jamais pensé qu'il y aurait couplage. C'est-à-dire que c'était loin de nos calculs. Nous, notre problème, c'était quoi? C'était que toute l'opposition se mettent en rang serré, l'union sacrée, comme du temps des forces vives, pour constituer une force, un véritable contre-pouvoir. Qu'est-ce qui a fait le succès du FNDC? C'est parce que la Guinée n'a plus de contre-pouvoir. Donc c'était pour qu'on constitue un contre-pouvoir réel. Et on leur a dit, pour une fois, oublions les coalitions en place, oublions les querelles partisanes ou les plans B, les agendas cachés. Mettons-nous ensemble si nous voulons défendre les acquis démocratiques et aller vers des élections propres et surtout des délais, comment dirais-je, des délais respectés. On n'a pas été écoutés. Donc aujourd'hui, nous, on dit, ce qui nous intéresse, ce sont les législatives. Maintenant, mais est-ce qu'entre-temps, vous aviez dit ça? Parce que certains l'avaient dit, que si Alpha coupe, on se retire. Mais on ne pouvait même pas imaginer qu'il y ait un recouplage. Peut-être qu'il y en a qui ont anticipé en disant, en sachant, parce qu'il y en a qui sont dans le secret des dieux parmi nous, qui savaient qu'il y aurait couplage et qui ont pris les devants. Mais nous, on n'y a jamais pensé. Donc vous n'avez jamais menacé de quitter s'il y avait couplage? Mais ça n'a même pas été dans notre idée. Nous, on a dit, on veut exister. Et la meilleure façon d'exister, c'est d'être dans les institutions. Demain, on veut être à l'Assemblée nationale. Alors, quel était votre sentiment quand Alpha a pris le décret de couplage de ces élections? Il y a eu une forme de confusion. Il y a eu un débat interne. On a même eu des problèmes au sein du parti. Il y en a qui ont quitté. Je vous le dis franchement. Qui ont démissionné. Voilà, qui ont dit. À date? Qui ont dit, nous, on ne peut pas accepter le couplage parce que ça ouvre la voie à ceci, cela. J'ai dit, ok, on n'y va pas. Quelles sont tes propositions? Il n'y en avait pas. Ceux qui ne voulaient pas qu'on aille aux élections n'avaient aucune proposition. Alors que la politique, c'est la stratégie. La politique, c'est une science. Vous ne pouvez pas, il n'y a que le président Alpha Condé qui tape sa poitrine en disant « j'ai été 40 ans opposant ». Non, la GECI ne veut pas rester 40 ans dans l'opposition. Cela fait 10 ans que nous sommes dans l'opposition. Nous voulons conquérir ce pouvoir, nous voulons l'exercer et nous voulons développer ce pays. Donc, le fait qu'il a décidé de coupler, ça ne vous a fait ni chaud ni froid? Mais ça a créé des problèmes, des tensions, mais la décision in fine a été, si on n'y va pas, on ne sera pas dans les institutions. Comme notre problème aujourd'hui, c'est d'être dans les institutions, ben on y va. Mais tout de même, est-ce que vous avez donné des consignes à vos militants, puisque vous restez opposés à un éventuel troisième mandat, si le changement de la Constitution n'a que ça pour but? Est-ce que vous avez dit à vos militants? Ça pour but. Écoutez, il faut que les gens, il faut qu'on remette le curseur sur l'existant. Non, j'ai pas terminé la question. Je vous assure que si demain, imaginez, les gens ne se rendent même pas compte jusqu'à quel point ces élections sont importantes. Imaginez aujourd'hui la vacance du pouvoir. Qu'est-ce qu'on a? Là, on parle de la... En cas de vacance du pouvoir, c'est les militaires qui... Oui, là, je parle parce que les institutions ne fonctionnent pas. Je parle du référendum constitutionnel. Est-ce que vos militants vont voter pour les deux scrutins? Est-ce que vous leur avez dit, comme Badiko, par exemple, l'a dit à ses militants, allez vous intéresser seulement aux bulletins liés aux législatives? Ne regardez même pas tout ce qui est... Badiko, il a joué à de l'hypocrisie politicienne. Vous allez à une élection où vous n'y allez pas. Ok? C'est ça la vérité. Et donc ça, c'est de l'hypocrisie de dire on va trier, on va essayer. Non, vous y allez, vous n'y allez pas.
Ok? Nous, quand on n'a pas voulu être sous une autre bannière, on n'a pas été aux élections. On a dit niet. Eh bien, aujourd'hui, vous allez à ces élections, eh bien, vous vous comportez en citoyen. Vous pouvez voter oui, vous pouvez voter non, vous pouvez voter blanc, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais si vous allez à ces élections, il faut assumer. Voilà. Il faut qu'on arrête la langue de bois. Donc la GECI va à ces deux élections. Absolument. Mais quelle est la consigne alors pour vos militants pour le référendum? Mais ça, c'est un débat interne. C'est un débat interne qu'on ne peut pas mettre sur la place publique. Ce qui nous intéresse, c'est d'être à l'Assemblée nationale. Oui, non, mais vous ne pouvez pas échapper à cette question, Monsieur le Président. Non. C'est un débat interne. Non, parce que, attendez, là, pendant qu'on est en train de parler là, Alpha Condé avait lancé la phase de campagne pour le référendum. Et lui et son parti, ils sont en train de battre campagne pour le oui. Maintenant, si vous avez décidé que votre parti ira pour les deux élections, législatives et référendum, faut-il que vous ayez une position soit pour le oui ou pour le non? Non. À date, qu'est-ce que vous ne pouvez pas avoir une position tranchée pour un parti politique dans le cadre d'un référendum. Dans le cadre d'une élection législative présidentielle, il y a la consigne. Dans le cadre d'un référendum, il ne peut pas y avoir une consigne de oui ou de non. Dans le parti? Dans le parti, ce n'est pas possible. Nous avons discuté. Nous nous sommes dit, on se détermine comment. Il y en a qui ne voulaient même pas entendre parler de référendum. Il y en a qui ne s'intéressent même pas à ce référendum. Il y en a qui ne regarderont même pas le bulletin de ce référendum. Maintenant, chacun est citoyen. Donc moi, personnellement, vous avez dit libre à vous. Personnellement, si demain nous sommes à l'Assemblée nationale, nous nous battrons, nous ferons des propositions de loi pour une révision constitutionnelle. Il y a tellement de choses à changer dans cette constitution. Il y a tellement de nouveautés bénéfiques au peuple à apporter. Il y a tellement d'institutions budgétivores qui ne servent à rien qu'on pourrait mettre à la poubelle. Il y a d'autres institutions qu'on pourrait créer, telles que la Haute Cour de justice, parce que c'est ça qui ouvre la porte à l'impunité, ainsi que le combat contre la corruption. Oui, mais les arguments d'Alpha aujourd'hui, est-ce qu'ils vous convainquent quand il dit que la Constitution c'est pour aller construire des arbres? Il y a aussi un débat qui est de l'hypocrisie. Quand un politique se permet de dire aujourd'hui, je n'ai pas lu l'avant-projet, c'est inadmissible. Ou vous êtes politique ou vous n'êtes pas. Donc si vous êtes politicien, continuez vos querelles de salon ou électroniques. Quand vous faites la politique, vous devez être au fait de l'actualité. Donc, quand moi je lis cette constitution, je me dis, bon Dieu, si on m'avait consulté. Bien. Bon Dieu, si on avait essayé de regarder le projet de la GECI. Bon Dieu, qu'est-ce qu'on aurait pu apporter encore de plus? Donc, je trouve que c'est insuffisant. Voilà. Alors, on va donc observer une petite pause dans cette émission et puis derrière, on se retrouve dans la deuxième partie de Café Débat pour continuer avec l'invité du jour, M. Fodé Mohamed Souma, président de la GECI. Merci de nous retrouver dans cette deuxième partie de Café Débat, évidemment qui a comme invité M. Fodé Mohamed Souma, président de la GECI, Génération Citoyenne. Le sujet c'est bien ces élections législatives et référendums constitutionnels couplés. Nous sommes donc pratiquement à 6 jours du délai fixé pour la tenue de ces élections, notamment le dimanche à venir. 1er mars 2020, la GECI, sa position, c'est pourquoi le parti a décidé de partir à ces élections, sa position par rapport au référendum, et vous l'avez bien compris, on va continuer un tout petit peu sur cette question d'élection. Alors à date, vous êtes en campagne, il se trouve que les règles veulent que les partis en lice bénéficient d'une subvention. Après le fait que vous avez quand même payé vos cautions et tout, est-ce que vous avez reçu vos subventions aujourd'hui de la GECI? On n'en parle même pas. Je trouve que c'est inacceptable. Vous savez, la meilleure façon de rendre les partis indépendants, c'est de faire en sorte qu'ils soient autonomes. Mais on a fait des classifications dans ce pays, petit parti, grand parti, parti mammouth, parti communautaire. Non, un parti politique, c'est comme un journaliste. Il faut bien le payer afin qu'il soit indépendant. Une radio, une presse, un parti, c'est la même chose. Même un magistrat, l'indépendance de la justice, l'indépendance, l'éthique. L'éthique tourne autour de ce phénomène. Je pense quand même qu'ils auraient dû nous aider, parce que moi je sais ce que nous coûte cette campagne.
en tant que parti qui fonctionne en fonds propres. Donc ça aurait été une bouffée d'oxygène. Ouais. C'est de l'argent qui ne nous servira pas demain si ce n'est pas peut-être pour ceux qui veulent prendre des crédits et payer des dettes. Mais je trouve qu'il aurait fallu nous accompagner parce que nous avons eu 2 semaines supplémentaires de campagne. Si vous avez suivi la campagne de la GECI sur notre page Facebook, GECI Guinée et GECI officielle, vous vous rendrez compte que nous avons sillonné le pays, nous avons envoyé des équipes là où on ne pouvait pas aller, telles qu'en forêt, en Haute-Guinée. Là, nous avons envoyé des gens, même la vice-présidente et une équipe sont partis hier pour la moyenne Guinée, Mamou, Pita jusqu'à l'Abbé. Donc nous, ici, on travaille au niveau de la Basse-Côte parce qu'on n'a pas les moyens d'avoir une caravane itinérante. Donc on fait des allers-retours. On va à Bofa, on rentre. On va à Kindia, on rentre. Et donc nous continuons cette campagne. Et j'ose espérer, et nous allons la clôturer avec Koya le vendredi. Voilà. Comment vous expliquez? Est-ce que c'est fait exprès par le ministre du budget? Parce que c'est lui qui doit donner l'argent. C'est lui qui doit envoyer l'argent vers le trésor et puis que la CENI vous donne. Est-ce que c'est fait exprès pour bloquer cet argent, pour ne pas que vous battiez campagne sur le terrain, alors que le RPG est sur le terrain en train de battre le RPG campagne? dispose des moyens du pouvoir, comme on dit. Mais je crois que tout ça, c'est la CENI. La CENI dispose... La CENI... Oui, mais c'est le ministre du budget... mais les gens oublient que la CENI, c'est une institution. C'est le ministère du budget qui donne l'argent à la CENI, monsieur le président. C'est la CENI qui organise les élections. Oui, mais... Donc c'est la CENI qui doit donner le là. C'est la CENI. La CENI est une institution qui doit être capable de dire à l'exécutif, voici notre chronogramme, à dire au pouvoir judiciaire, voici ce que nous attendons de vous. Mais mais sur cette question-là, c'est le ministère du budget qui décaisse l'argent, qui le transfère au trésor, qui le met sur le compte de la CENI. Et la CENI vous remet l'argent. Mais qui est l'ordonnateur? C'est le ministère du budget qui ne l'a pas fait. L'ordonnateur, c'est la CENI. Oui, mais la CENI a fait son travail. Non, elle n'a pas fait son travail. Non, si la CENI avait fait son travail, les partis auraient dû entrer en possession de leur argent. Oui, mais et si maintenant on vous informait, moi je vous informais que c'est parce que c'est bloqué par le ministre du budget. Mais c'est parce que la CENI a demandé qu'on leur donne l'argent. Non, c'est parce que la CENI n'a pas fait son travail. C'est ce que vous croyez? Voilà. Parce que c'est pas un ministre qui est capable de tenir tête à une institution. Ce n'est même pas un président de la République. Les institutions s'équilibrent entre elles. L'exécutif, le judiciaire et le législatif. Donc, la CENI est une institution qui doit être capable de fixer un montant, de dire voici ce qu'il faut payer avant telle date, parce que le processus est ainsi, parce que les élections... C'est la CENI. Donc, si on n'a pas encore reçu, moi, je n'accuserai pas le ministre, parce que pour moi, un ministre est tout petit dans une élection. Il y a des pays où il est même inexistant. Bien. Alors, donc, vous estimez que si votre subvention n'est pas payée aujourd'hui, c'est de la faute de la CENI? La CENI. Tout simplement. Ouais. Alors, oui, la GECI, si on parlait un peu de votre campagne, avant de terminer, vous êtes économiste, financier. On va parler un peu du visage économique de la Guinée. Alpha Condé n'arrête pas de dire qu'il a fait en 9 ans ce que aucun pouvoir n'a fait en 50 ans, les autres mis ensemble. Économiquement, où est-ce que se trouve le pays aujourd'hui? Au fond du sac? Ou est-ce qu'on est en train d'avancer comme il le souhaite? Mais avant, parlons un peu de votre campagne. Vous êtes candidat où et où? Et tout se passe bien? Vos ambitions parlementaires? Ben, vous savez, comme vous le savez, c'est pourquoi je vous disais qu'un parti en dehors des institutions, c'est difficile de tenir. Nous voulions, parce que nous avons des fiefs à conquérir. Je veux parler de Kaloum, où j'ai perdu en 2013, Koya, Bofa, Koba. Il y a beaucoup d'endroits où la GECI pouvait, mais à défaut d'argent, eh ben, nous n'avons que notre liste nationale. Et j'entends nos pères de l'opposition... Donc vous n'avez pas de candidat mais nous entendons nos pères de l'opposition parler de milliards distribués aux partis qui sont en lice, dire que tout le monde a été acheté, corrompu. Eh bien, j'ai pu vous assurer que si la GECI avait un minimum de moyens... Ah, par Alpha Condé? Oui. Au-delà même du président Alpha Condé, si on avait un minimum de moyens, on aurait eu des candidats uninominales. Vous n'avez aucun candidat uninominal? Ben, on n'en a pas parce qu'on n'a pas les moyens. Parce que le problème, ce n'est pas de payer la caution. Le problème, c'est après la campagne électorale. Lorsque vous payez 200 millions, la campagne électorale coûte 2, 3, 4 fois plus cher.
Donc, ce qui fait que vous pouvez avoir des candidats à l'uninominal, mais vous ne pouvez pas battre campagne. Et donc, ça ne sert à rien. Et donc, on a fait un arbitrage parce que moi, je voulais Kaloum. C'est là-bas que se trouve notre siège, c'est là-bas que nous avons eu des résultats, c'est là-bas qu'on est arrivé 3e après le parti au pouvoir et l'UFR, c'est là-bas qu'on les a battus dans des bureaux de vote. Donc, il a fallu arbitrer. On a dit, mieux vaut avoir une liste nationale qui va nous permettre de battre campagne et d'avoir un groupe parlementaire que d'avoir un seul élu quelque part. Et donc, j'ai été obligé de mettre une croix sur Kaloum pour le moment, et nous n'avons que la liste nationale. Nous nous battons, nous avons sillonné le pays, nous avons expliqué ce qu'est l'Assemblée nationale, et les Guinéens commencent à comprendre. Et ces Guinéens iront voter. Donc, ceux qui ne veulent pas de cette élection n'ont qu'à s'abstenir. Ils ont le droit, c'est la démocratie, vous avez le droit de voter ou de ne pas voter. Mais vouloir empêcher une élection, en utilisant le terme de l'égalité, c'est la voie constitutionnelle. En dehors de ça, il ne faudrait pas qu'on tente le diable. Aujourd'hui, le jeu politicien qui est en train de jouer, c'est en faveur d'une transition militaire. Eh bien, nous, on s'est battu pour avoir une transition démocratique. On reste sur cette lignée pour que le prochain président soit élu par les Guinéens et les Guinéennes et non pas qu'on passe encore par la case départ de la transition militaire. Donc, justement, ceux-là qui n'iront pas disent qu'ils vont l'empêcher. D'ailleurs, il y a une grande réunion aujourd'hui convoquée par l'UFDG, de beaucoup de ces instances. Le FNDC aussi se réunit en réunion, en perspective d'empêcher. Vous pensez que c'est une mauvaise décision? Vous savez, dans un état normal, le procureur s'autosaisit. Lorsque vous voulez mettre à mal l'ordre public, vous n'avez même pas besoin de terminer votre phrase qu'on a envoyé une réquisition, vous cherchez. Vous ne pouvez pas vous permettre de dire je vais empêcher. Non, vous pouvez vous abstenir. C'est illégal. Vous pouvez vous abstenir. C'est répréhensible. C'est répréhensible. Vous pouvez même aller voter non, voter blanc. Faites ce que vous voulez. Mais dire on va empêcher, ça veut dire c'est une incitation à la violence, au trouble de l'ordre public. Et là, à date, aucun procureur ne s'est saisi. Je trouve que c'est inadmissible. Lorsque on est politique, on doit avoir un discours responsable. Moi, lorsque je perds une élection, je n'attends même pas le résultat de la CENI ou les résultats provisoires. Je félicite ceux qui ont voté pour nous, comme je l'ai fait à Kaloum, parce que tout le monde est capable aujourd'hui d'avoir une centralisation des données et des votes. Donc, je leur dis, vous ne voulez pas aller à ces élections, pas de problème. Mais de grâce, ne mettez pas à mal l'ordre public, comme c'est en train d'être annoncé un peu partout, au niveau des coordinations, au niveau du FNDC, au niveau de certains partis politiques. Parce que, mais le calcul c'est quoi? Le calcul ce n'est pas empêcher. Le calcul c'est faire en sorte qu'en cas de trouble, aujourd'hui la seule force capable de nous mettre d'accord, c'est l'armée. Ce n'est pas du tout la justice ou l'exécutif, non. Aujourd'hui, le président Alpha Condé a tellement affaibli les institutions que plus rien ne fonctionne. Donc si demain il y a la pagaille, c'est l'armée. Et donc le calcul de la plupart des gens, c'est aujourd'hui, pour écouter le mandat, c'est faire appel à l'armée. Mais ce serait bis repetita, ce serait une décrue de notre démocratie. Quand on s'est battu pour avoir un président démocratiquement élu, il faut que ce soit ancré dans notre ADN, ancré dans notre philosophie, dans notre stratégie politique. Mais lorsque vous voulez toujours retourner à la case départ, éternel recommencement, eh bien c'est ce qui fait que la Guinée n'avance pas. Au même moment, qu'est-ce que vous pensez de l'autre côté maintenant, d'Alpha Condé, président de la République, père de la nation, qui dit si quelqu'un vient pour empêcher les élections, frappez-les. Dans un second temps, si quelqu'un vient pour empêcher les élections, occupez-vous de lui. Qu'est-ce que vous en dites? Vous savez, le président Alpha Condé a le drame d'avoir mis à mal la parole présidentielle. Vous savez, moi, si j'étais à ses côtés, je l'empêcherais de parler. Il ne lirait que des discours. Le président, il est impulsif. Le président, il aime l'improvisation. Parce que, comme dirait l'autre,
un président ne devrait pas dire ça. Bien. Frapper de tels mots ou de violence, non. Donc si un procureur devrait... Un président... Si un procureur devait mettre non, c'est pourquoi je dis... mouvement... C'est pourquoi je dis que l'Assemblée nationale aurait dû se battre pour qu'on installe la haute cour de justice. C'est important. C'est une forme de pression, une forme d'épée de Damoclès. Lorsque vous savez que vous pouvez être jugé, si le commandant guinéen savait qu'il ne serait pas jugé, vous croyez qu'on vivrait en quiétude sociale? Non. Donc c'est ça. Donc il a souvent mis à mal la parole présidentielle. J'ose espérer qu'il va se rattraper parce que la Guinée n'a pas besoin de violence. Au moment où les indicateurs ne sont pas prometteuses, au moment où les Guinéens souffrent, au moment où tout le monde se barricade, au moment où on va vers l'inconnu, si vous n'avez pas un discours d'apaisement... Donc on peut loger le président dans la même cage que ceux qui disent qu'ils vont empêcher, si dire ça était répréhensible. Non, vous savez, je vous ai dit, un président ne devrait pas dire ça. Bien. Un président ne peut pas utiliser des termes « va-t-en-guerre ». Un président, ce n'est même pas le président d'un parti. Parce que nous, quand on sera là, on exigera que le prochain président, avant de former son gouvernement, la première des choses sera de démissionner de la tête de son parti. Bien. Voilà. C'est ce que vous voudrez et ça se fera à l'Assemblée. Ça se fera. On va travailler. Pour terminer, le regard du financier, une fois encore, sur le régime Alpha, point de vue gouvernance économique, depuis l'arrivée de Kassory, qui a fait la promotion de beaucoup de structures économiques, Mambri, Agnès, Anafik, tout. Et puis globalement, les indicateurs, quand vous les voyez, inflation, taux de croissance et tout, qu'est-ce que vous en dites? Moi, je trouve que le président de la République, vous savez, moi j'ai dépassé le constat. Le constat d'échec, je l'ai dépassé. Moi, je pense que le président aurait dû prendre des dispositions depuis longtemps. Parce que ça ne va pas. Vous ne pouvez pas. C'est ce que je disais en 2015. Vous ne pouvez pas dire que votre gouvernement a échoué et vous reconduisez pratiquement 80% de ce gouvernement. Vous ne pouvez pas avoir un premier ministre qui est là depuis des années sans résultat et vous le gardez. Kassory est sans résultat. Vous savez, la dernière chose en date que je regrette, c'est de voir que le président de la République est absent du pays. Le pays va mal. Il y a la violence. Et je vois un premier ministre à l'intérieur du pays en campagne. Je trouve que c'est inadmissible. Vous savez, j'ai du mal lorsque je parle de Kassory. Là, je parle du Premier ministre. Le Premier ministre, sincèrement, si j'étais à la place du président, ça fait longtemps que j'aurais changé de Premier ministre. Bien. Mais pourtant, il continue à magnifier Kassory parce que la dernière fois, il disait que Kassory n'a rien volé, il ne s'est rien vendu comme patrimoine bâti public, alors que Selou et Sidia l'ont fait. Donc, mais nous, on viendra. C'est une rêverie si vous pensez qu'il va l'enlever, n'est-ce pas? On va arriver et on va remettre le pays sur les rails. On va avoir une assemblée digne de ce nom. Je regrette l'absence de certaines personnes que j'aurais voulu voir dans cette assemblée. Comme qui? Je pense à Kabele, qui est un éminent juriste, je pense à Faya, je pense à Liouba, je pense à Kaba, qui a été le plus constant. Ousmane Kaba. Ousmane Kaba. Donc il y a des gens... Vous ne pensez pas à Selou, vous ne pensez pas à Sidia? Oh, non, on ne va pas les regretter. Bien. Alors, en un seul mot, hein, comme j'ai dit tout à l'heure, vous êtes financier, point de vue économie, est-ce que le pays est dans le fond du sac? Ou est-ce que vous pensez qu'économiquement, on est tout de même dans une position médiane? Oh non. Vous savez, le postulat, c'est que tout comme les anciens présidents, le président Alpha Condé a posé des actes. Donc nous, notre problème, c'est ce qu'il y a dans la balance entre ce qui est fait, ce qui aurait dû être fait, ce qui aurait pu être fait. Eh bien, je crois qu'on est loin du compte. 9 ans après, on est loin du compte de ce qui aurait dû ou pu être fait. Mais ceux qui disent que rien n'a été fait,
non seulement c'est de la malhonnêteté intellectuelle, mais ce n'est même pas un esprit partisan ni patriotique. Parce que moi, aujourd'hui, mon problème, c'est que Kassori, Premier ministre, pose des actes. C'est que le président Alpha Condé pose des actes dans le cadre de la continuité de l'État. C'est ça un opposant. Bien. Je t'impose l'obligation de résultat doit être une arme dans les mains d'un opposant pour obliger l'autre à avoir des résultats afin de lui faciliter la tâche quand il va venir. Mais lorsque vous êtes un opposant qui veut que l'échec soit global, total, eh bien quand vous allez arriver, vous ne vous facilitez rien. Vous aurez le discours du président Alpha Condé. J'ai hérité d'un pays, pas d'un État. J'ai trouvé $400 dans les caisses. Oui, mais parce que quand Alpha a hérité d'un pays et non d'un État, c'est parce qu'il aura voulu aussi lui-même. Est-ce qu'il n'a même pas, est-ce qu'il n'a pas fait la même chose? Il n'a pas été Est-ce qu'il n'a pas fait la même chose à compter? Oui, mais c'est ce que je vous dis. C'est-à-dire, moi, aujourd'hui, j'ai envie qu'il y ait des résultats afin que moi, qui veux être président de ce pays, que vous trouvez qu'il y a des fondamentaux, trouver quelque chose. Et aujourd'hui, ce qui a été fait en 9 ans, c'est trop facile de dire que j'aurais pu, j'aurais dû, mais je puis vous assurer que Fodé Mohamed Souma, à la tête de ce pays, en moins de 3 ans, je peux obtenir plus que ce que le président Alpha Condé a fait en 9 ans. Bien. Alors, c'est ainsi qu'on va donc mettre fin à cette émission et tout en vous souhaitant bonne chance pour l'Assemblée. Pour l'Assemblée, pour la présidentielle et pour arriver à la tête de ce pays, renforcer la cohésion sociale, faire en sorte que les Guinéens ne quittent plus la Guinée, faire en sorte de transformer notre diaspora en acteur de développement, faire en sorte que la Guinée redevienne les rivières du Sud, redevienne le château d'eau, redevienne le grenier, redevienne cette fierté, parce que sincèrement, quand on voit ce qu'on a, ce que la révolution nous a apporté, ce que la déstabilisation, la démocratie sauvage, les privatisations sauvages nous ont apporté, on se dit que la Guinée méritait mieux. Bien. Mais tout n'est pas perdu. Nous nous appuyons sur cette jeunesse pour faire en sorte que, à travers le développement endogène, la Guinée puisse créer ce que nous disons aujourd'hui, notre slogan, un Guinéen nouveau dans une Guinée nouvelle. Merci, Monsieur le Président. À bientôt. Merci à vous. Voilà donc, c'était tout pour ce numéro de Café Débat, ce début de semaine. À demain avec un nouvel invité. Merci, prenez soin de vous. Au revoir.